Bonjour et bienvenue dans la forêt des lectures. Alors, bienvenue dans la deuxième partie de mon récap de mes mangas en un tome préférés dans les nouveautés 2025. Donc, j'avais parlé de One Shot, que j'avais vraiment beaucoup aimé lors la première partie. Là, je vais vous parler, à deux exceptions près dont je vous parlerai, mes One Shot vraiment préférés qui vont vraiment faire partie de mes lectures favorites pour l'ensemble de ma vie de lecteur de manga. Parce que je suis plutôt un lecteur qui, alors j'aime les séries de manga longues, mais dans l'ensemble, je trouve que les auteurices de manga, donc les mangaka, vont souvent plus loin, explorent et font vraiment des propositions très fortes en one shot, en tout cas dans les one shots que j'aime beaucoup. Donc je vais commencer par Tamaki et Amane. Tamaki et Amane, c'est un one shot de Fumi Yoshinaga. Fumi Yoshinaga, c'est une immense autrice connue en France pour Le Pavillon des Hommes ou plus récemment What Did You Eat Yesterday. Il faudrait que je relise Le Pavillon des Hommes, enfin que je me replonge dedans parce que j'ai toujours pas lu au-delà de quelques tomes, même si j'adore. Et Tamaki et Amane, c'est un recueil d'histoires courtes qui se passe à plusieurs époques avec toujours un personnage de Tamaki et un personnage Tamane, mais qui vont être différents au fil des histoires. Ouais, et on a un panel de relations amoureuses très variées, très fort, et c'est vraiment une lecture très très importante. Je trouve qu'elle est sortie vraiment de manière beaucoup trop anecdotique, parce que c'est un petit format accessible en termes de prix. Vraiment, qualitativement, c'est presque parfait, on va dire. J'ai vraiment aimé tous les points. Le trait récent de l'autrice peut un peu refroidir certains, parce que c'est vite assez bavard. Elle a un style pas forcément grand public, mais c'est vraiment extrêmement bien raconté, fin, en peu de pages, comment l'autrice arrive à raconter des histoires et de relations très complexes, profondes, et qui font réfléchir, et c'est vraiment une grande lecture. Donc je peux recommander très 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 chaudement. Ensuite, je vais vous parler de deux one-shots d'auteurs que j'aime énormément. Je me rends compte que j'aurais peut-être dû les mettre dans la première partie, parce que même si c'est vraiment des moments de lecture que j'ai adorés, ça fait pas partie des grandes œuvres à mes yeux en one shot qui sont sorties en 2025. La nuance n'est pas forcément très claire. On est dans l'excellent, le très très bon, mais pour moi c'est pas vraiment le haut du palmier comme je vais parler dans les autres des autres œuvres de cette vidéo. Donc en premier, on a Harem N, dont je n'ai pas parlé en vidéo parce que je l'ai lu avant de commencer cette chaîne. C'est un recueil d'histoires courtes de Shintaro Kago, un auteur d'Oroguro, donc d'érotique grotesque, que j'aime énormément et qui sort, c'est un auteur historique des éditions IMHO et plus récemment des éditions Uber. Ça va être dur de vous montrer beaucoup de pages, voilà. Ça va. Donc ça va être dur de vous montrer beaucoup de pages parce qu'il y a assez vite très violent ou avec beaucoup de corps dénudés. C'est pas la plus grande œuvre de Shintaro Kago à mes yeux, mais c'est une lecture vraiment que j'ai trouvée encore une fois dans le premier niveau lecture très très divertissante, très prenante parce que on va voir du coup un harem étonnant de jeunes femmes qui vont chercher à se venger des exactions que des hommes leur ont fait et elles vont faire ça de manière très 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 violente, mais il va y avoir en parallèle, ça va être vraiment complètement fou, hein, un studio d'animation assez innovant, mais presque expérimental, mais très 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 étrange. Hop, hop, hop. Il va y avoir un studio d'animation très étrange qui va se mettre à animer des jeunes femmes, mais des corps de jeunes femmes vivants ou presque plus vivants ou complètement morts. Et du coup, il y a une sorte de regard aussi sur le monde de l'animation, mais ce qu'on fait du corps féminin. Et je trouve qu'il y a toujours plusieurs niveaux de lecture chez Shintaro Kago, ce qui en fait des lectures vraiment passionnantes. Et en fait, ces deux histoires en parallèle vont se rejoindre petit à petit, tourbillon de scènes vraiment de plus en plus tarabiscotées. Et on voit encore, là, comme vous pouvez le voir, du coup, là, le studio d'animation. Shintaro Kago continue à jouer avec les possibilités qu'offre le manga, la bande dessinée, et en explorant aussi l'utilisation des corps et comment on découpe les corps, comment on les dissèque. C'est vraiment une œuvre qui continue d'approfondir le sillon creusé par Shintaro Kago, plusieurs œuvres. C'est assez drôle, très inventif, à pas mettre du tout entre toutes les mains, parce que bien sûr c'est vraiment extrêmement violent. C'est vraiment déjà pour les adultes, et si on aime vraiment quand un auteur expérimente des formes et des formes de violence. Mais si on apprécie tout ça, c'est vraiment un grand moment de lecture. Ensuite, je vais parler de Les Chats d'Ultar. C'est une œuvre de Gutanabe, sortie chez Kiun, et c'est dans leur fameuse collection des chefs-d'œuvre de Lovecraft. En fait, Gutanabe adapte depuis de nombreuses années les
histoires de Lovecraft. Alors je connais pas assez Lovecraft, il a déjà adapté de nombreuses de ses œuvres les plus connues. Et là, il s'éloigne un peu d'une certaine veine horrifique. Lovecraft avait plusieurs étapes dans sa carrière, et là, il va commencer à adapter l'étape plus proche des rêves. Et du coup, on va avoir 3 histoires courtes, et toujours en mode très horrifique, hein, mais ça va être très différent du mythe de Cthulhu, etc., qu'on a pu découvrir lors d'autres adaptations de Watanabe. C'est pas forcément son œuvre la plus marquante, et l'œuvre que je recommanderais de lire pour une première incursion dans l'univers de Lovecraft, et dans l'univers aussi des adaptations de Watanabe. Personnellement, j'ai vraiment beaucoup aimé parce que ça change. Il y a un aspect assez presque réaliste dans la manière dont on perçoit cette œuvre, cette horreur. Est-ce qu'elle est réelle? Est-ce qu'elle est de l'ordre du rêve? Est-ce que de l'ordre du mythe? Et je trouve que les propositions graphiques de Watanabe sont toujours aussi virtuoses. Et vraiment, les 3 histoires m'ont beaucoup plu. J'ai lu il y a un moment déjà, donc je vous référais à la vidéo que j'ai faite au tout début de ma chaîne. Je crois qu'elle a pas forcément autant plu que d'autres œuvres de Watanabe, mais personnellement, ça fait vraiment partie des lectures, je trouve, qui font un pas de côté, qui proposent vraiment une expérience de lecture assez originale. Vraiment, on a des propositions graphiques, comme là, cette double page, qu'on voit vraiment peu, et même si la manière dont Watanabe dessine les visages est toujours un peu froid, je trouve que c'est toujours virtuose. C'est vraiment, j'aime toujours autant les adaptations de Watanabe. J'ai hâte de voir comment il va creuser ce sillon des rêves. Ensuite, attention, parce que là, on est vraiment dans le haut du panier. Et je vais commencer par Une infinité de nuits et de jours, Moto Hagio. Donc c'est sorti début janvier 2025. Ça fait partie de la collection Héritage d'édition Akata. C'est adapté du roman de Ryu Mitsuze, qui est un grand auteur japonais de science-fiction. Alors que j'ai découvert via l'adaptation de Moto Hagio. Une infinité de jours et de nuits, c'est vraiment une grande fresque qui se passe sur plusieurs temporalités, où on va suivre une poignée de personnages qui vont lutter contre le destin que les dieux vont asséner à l'humanité. Et ils vont essayer d'aller contre cet ordre établi et contre une sorte de destin inéluctable qui semble voué à l'humanité, et une sorte de disparition de l'humanité en quelque sorte. Et en fait, c'est une sorte de longue lutte au fil des siècles de quelques hommes qui ont la connaissance des choses, certains pouvoirs, et qui vont essayer de lutter pour la vie. C'est un gros résumé que je vous fais avec des grosses raccourcis, mais c'est pour pas non plus raconter trop d'histoires. Ça se réfère avec plein de religions différentes, plein de croyances, de mythes. C'est vraiment virtuose d'un bout à l'autre, avec le dessin de Moto Hagio, je trouve qu'il est vraiment sublime, très inventif. Faut vraiment se plonger dedans, pas décrocher, enchaîner les histoires, parce que c'est vraiment un récit où on peut vite décrocher si on n'arrive pas à faire les liens, si on ne fait pas les liens entre les personnages, parce que les personnages vont changer un peu d'apparence au fil du temps. Il y a des bons, des changements de point de vue, etc. Mais si on s'accroche, c'est vraiment une grande œuvre, grande lecture. Et certains ont comparé Une infinité de jours et de nuits avec le Phénix de Tezuka, et c'est vrai que la comparaison a lieu d'être. Pas en termes de somme, parce que la Phénix de Tezuka est une œuvre très ample, et qui s'étire beaucoup plus, et qui prend beaucoup plus le temps. Alors j'ai pas lu encore beaucoup de Moto Hagio, mais ça fait partie des Moto Hagio qui m'ont le plus marqué. Et en plus, c'est accompagné de pas mal d'esquisses, de dossiers, d'une interview, de chronologie, etc. Donc c'est vraiment très bien édité par Akata, et c'est une grande œuvre qui est sortie malheureusement un peu trop inaperçue. Puis, je vais vous parler, attention, autre grande œuvre, du recueil Jeux de nuit de Tadao Tsuge. Alors c'est le 2e recueil de l'anthologie qu'ont débuté les éditions Cornelius à propos de Tadao Tsuge, qui est le frère de Yoshiharu Tsuge, qui est un grand auteur à la fois du manga du moi, donc du manga de l'intime, et en même temps d'une sorte de réalisme social, et il mêle, je trouve, au fil des histoires, vraiment avec une sorte de poésie sombre, des morceaux de son vécu, et un regard acéré sur certaines situations de l'époque. Donc c'est des histoires qui datent de 1979 à 1985, qui ne proviennent pas du magazine Garo, proviennent de différents magazines, principalement du Comic Baku, un peu du custom comic et du Kindai Majan original. Et pareil, il y a une vidéo qui va sortir, mais si vous aimez les différents auteurs qui ont déjà été publiés en France de cette époque de Garo, auteurs ou autrices aussi, parce qu'il y a Tsurita par exemple, et cette sorte de gekiga de l'intime, et cette sorte de récit de l'intime très arty, avec de vraies recherches visuelles
et narrative. Je trouve que les deux recueils qui sont sortis de Tadao Tsuge sont vraiment pas à mettre de côté. C'est aussi intéressant que les œuvres de son grand frère, qui est bien plus connu. Et c'est vraiment un recueil, je trouve, d'histoires qui sont précieuses et qui font vraiment maintenant partie de ma mangatech idéale, on va dire. Mais après, je suis très sensible à ce style d'œuvre de cette époque. On continue ensuite dans l'excellence avec Akari, un one-shot sorti en toute fin d'année, en décembre, aux éditions Le Lézard Noir. C'est la découverte d'une autrice, Marco Koinata, une autrice qui, j'espère, va continuer dans cette voie, parce que c'est une autrice à suivre de très près, ne serait-ce que pour sa proposition graphique, qui je trouve est très intéressante. Et on y suit cet homme qui est un vitrailliste, qui est un artisan artiste, et il va apprendre que sa compagne vient de décéder. Du coup, il est très endeuillé, il retient beaucoup ses émotions. On sent qu'il n'arrive plus à créer, il n'arrive plus à animer ses ateliers de vitrailliste. Il souhaite arrêter toutes ses activités. On voit là lors de scènes assez touchantes qu'il est hanté par les souvenirs où il y avait sa femme qui était avec lui. Et du coup, on va voir ce monsieur perdre un peu sa passion qui animait sa vie, jusqu'à ce qu'il rencontre sa petite fille, Akari, sa petite fille qu'il avait perdue de vue. Et on va voir à partir de là une nouvelle relation se faire. Le regard, la manière dont il va accueillir Akari vont lui permettre aussi d'un peu de passer ce deuil, de rebondir face à sa souffrance et à sa solitude. Et on va voir à partir de là aussi le personnage de Akari, cette jeune femme qui a des secrets, qui cache des secrets. On va vraiment face à une œuvre qui va à la fois raconter une histoire familiale un peu brisée, et en même temps, qui va mettre en avant l'art du travail du verre. Le style de l'autrice et la manière dont elle raconte cette histoire va vraiment créer une histoire intime, très marquante, très belle, très touchante, et en même temps un bel hommage au travail du verre. Les deux s'accordent parfaitement, et s'accordent parfaitement aussi avec le dessin de l'autrice. C'est vraiment une œuvre très belle, très touchante, très forte, et je ne peux que recommander. Des très très bonnes surprises de cette année. On a ensuite June, de Shotaro Ishinomori, qui est sorti aux éditions Yemacho. Alors, on l'attendait, June, depuis un bon moment maintenant. Il devait sortir déjà en un premier temps en 2 tomes. Et ensuite, l'éditeur a annoncé que ça allait être un beau pavé. Les 2 tomes japonais allaient être réunis en un. Shotaro Ishinomori, il a le surnom, même si j'aime pas trop ces surnoms-là, le surnom de roi du manga, en comparaison à Tezuka, qui est surnommé le dieu du manga. Il a été assistant de Tezuka, et ça a été ensuite un auteur très prolifique, qui a une grande influence dans le shoujo manga dans les années 50, qui est aussi le créateur d'un nombre très conséquent de styles un peu d'œuvres populaires. Il a fait pas mal de Dijidai Nishi, de mangas d'époque. Il a fait Kamen Rider, qui a eu un impact énorme, que ce soit en film, en animation, en manga. Donc c'est vraiment au style et à l'œuvre protéiforme. Il a fait aussi l'histoire du Japon en une 50aine de tomes. Et on ne connaît que trop peu en France, et il a eu que trop peu de succès. Je suis très content du coup qu'il revienne avec une œuvre pour montrer un petit peu aussi son aspect expérimental, très artistique, parce que June est sorti dans le magazine de prépublication Com, qui a été créé par Tezuka pour un peu rivaliser avec Garou, pour la faire courte. Du coup, June, c'est l'histoire de ce jeune homme qui est un auteur de manga, et enfin qui souhaite être auteur de manga, et qui a du mal à créer, surtout que derrière lui, il y a son père qui ne supporte pas qu'il crée. Et à partir de là, on va voir une sorte de longue fresque, une longue épopée qui est presque métaphysique, à la fois sur la vie, sur la création, mais aussi sur l'art séquentiel de la bande dessinée. À mes yeux, c'est une lecture qu'il faut découvrir une première fois, comme ça, en se posant peut-être des questions, en étant un peu perturbé par l'histoire, puis la relire une seconde fois pour pleinement l'apprécier. C'est un récit vraiment expérimental qui a, je trouve à mes yeux, parce que aussi je suis fan du style de Ishinomori, qui a vraiment plutôt bien vieilli, que ce soit en termes de narration, de traits, de propos. Et peut-être qu'il demande plusieurs lectures pour pleinement apprécier l'essence de cette proposition et voir jusqu'où elle va, parce que c'est une lecture vraiment unique, très profonde, très belle. Je pense pas avoir déjà lu une bande dessinée pareille, qui va aussi loin, aussi vaste, et avec une exploration graphique aussi large, qui mêle tous ces aspects-là avec autant de brio. Parce qu'il y en a plein des œuvres qui mêlent de manière folle l'expérimentation graphique, surtout dans la bande dessinée mondiale actuelle. Mais je trouve que June a une proposition assez unique, plein d'expérimentations sur la case. On en parlait tout à l'heure dans l'autre vidéo. C'est une manière de raconter avec des cases très verticales, très cinématographiques, et en même temps
voilà, là on sort du cadre, on découpe les cases, on brise le papier, on voit vraiment un jeune homme qui se pose plein de questions sur le médium manga et qui va chercher un peu à en explorer toutes les facettes, que ce soit l'intime, la science-fiction, l'action, l'historique, l'amour, et aussi certains aspects plus graphiques, comme ces passages-là, qui sont, je trouve, d'une beauté, d'une inventivité sans commune mesure. Donc voilà, immense coup de cœur, et je trouve que c'est dommage que Jun n'ait pas autant fait parler de lui. Alors je sais qu'Iemacho, c'est une petite maison d'édition que tout le monde ne connaît pas, mais c'est quand même une maison d'édition qui est là depuis très longtemps avec un immense catalogue. Et c'est vraiment un gros pavé de l'histoire du manga qui est sorti cette année, aux côtés de Le Poème du vent et des arbres, ou Jeune aux pieds nus par exemple, pour en citer juste quelques-uns. Ça serait vraiment dommage de passer à côté de cette œuvre, d'une œuvre si grande et si importante. J'ai déjà lu dans plusieurs interviews qu'il y a quand même une certaine influence sur pas mal d'auteuristes de l'époque. Et je voulais finir avec un autre immense coup de cœur, Lover's Kiss de Akimi Yoshida. Alors Akimi Yoshida, c'est une de mes autrices favorites. C'est l'autrice, pour restituer, de Banana Fish ou de Kamakura Diary, pour citer un peu ces deux œuvres les plus connues, présente un peu deux facettes très différentes de son œuvre. Donc souvent, ses œuvres les plus connues, ce sont les récits d'action, les thrillers. On parle aussi pas mal de violence des adultes sur les enfants et comment ça se répercute sur ces futurs adultes qui se battent pour leur liberté. Et Akimi Yoshida aussi a créé avec Kamakura Diary une sorte de tranche de vie ultime à mes yeux en manga. Et je ne peux que recommander la lecture de Kamakura Diary. Lover's Kiss, c'est un récit du coup en 2 tomes au Japon, donc là qui en réunit un gros pavé. Et c'est une œuvre assez particulière parce que c'était comme une petite pause de Akimi Yoshida entre Banana Fish et Yasha, donc 2 grandes fresques d'action intense, violente, et elle a fait du coup cette petite intercade dans la tranche de vie. Et c'est aussi la première œuvre qui se situe à Kamakura. Kamakura, qui est une ville côtière japonaise. Il y a une deuxième partie avec Kamakura Diary et une troisième partie qui va bientôt sortir en mars chez Panini, qui va toujours être un récit de tranche de vie qui se situe dans la région de Kamakura. Lover's Kiss, c'est un one-shot qui va être coupé en 3 parties. Donc on va voir à chaque fois 2 personnages au centre de ces 3 parties. Et donc on va voir 2 personnages, hop, dans un premier temps, dans la première partie, puis 2 autres, puis 2 autres. Et à chaque fois, il va avoir au centre de ces histoires une relation amoureuse qui va aboutir ou non. Dans la première histoire, une relation hétérosexuelle, dans la deuxième, une relation homosexuelle entre 2 hommes, et dans la troisième histoire, une relation entre 2 femmes. Et c'est pas seulement des histoires d'amour, c'est tout un panel, un recueil de regards croisés sur la jeunesse de Kamakura. Et en fait, ces 3 histoires vont être liées, et on va avoir du coup un premier point de vue avec ces 2 personnages-là, leur histoire d'amour, puis on va, dans les histoires d'après, avoir les regards des autres personnages, eux, ce qu'ils vivent de leur côté. Et en fait, ça va faire plusieurs points de vue qui vont s'enchasser, s'entrecroiser. Plus on avance, plus on en apprend sur tous ces personnages-là qu'on aura découvert dès le début, avec à chaque fois leur regard, le regard sur eux, sur les autres personnes, sur leurs relations. Ça en fait une œuvre extrêmement profonde, extrêmement belle, et en même temps, ça parle de l'amour sous plusieurs formes. Les amours perdus, les déceptions, les amitiés amoureuses, et comment on prend soin de la personne qu'on aime. Et en même temps, ça va révéler des blessures profondes chez plusieurs personnages. Pourquoi certains personnages se comportent de cette manière-là. C'est vraiment une sorte d'aboutissement de la romance de jeunes personnes. Et c'est d'une beauté, alors que ce soit dans la manière dont Akimi Yoshida dessine ses personnages, hein. Vous pouvez le voir là dans le dessin, dans les postures, les regards, tout est d'une beauté absolue. Et comment l'autrice va, dans ce tourbillon de sentiments, d'émotions, va continuer à montrer ce qu'elle aura fait dans l'ensemble de son œuvre, comment les adultes font des blessures aux jeunes, aux enfants, et comment ces blessures d'enfance vont évoluer avec le passage à l'âge adulte, et comment quels impacts ces blessures vont avoir. Et c'est quelque chose que travaille Akimi Yoshida dans toutes ses œuvres, en tout cas que j'ai lues pour l'instant. Et elle le fait ici d'une autre manière, et d'une manière vraiment très forte, avec un regard féminin précieux, je trouve. Et c'est une œuvre qui peut être lue vraiment soit par les fans inconditionnels de Akimi Yoshida, soit par les personnes qui ne laissent pas du tout son œuvre. Je pense que c'est vraiment une très belle porte d'entrée. C'est
une immense œuvre qui est enfin disponible en français. Et en plus, c'est un one-shot, donc je pense que c'est peut-être plus accessible que ces longs mangas qu'elle a fait également. Et c'est pas parce que c'est un one-shot que c'est forcément moins bien que d'autres de ses œuvres plus longues. C'est vraiment à mes yeux, un chef-d'œuvre absolu. J'en parlerai plus bientôt de manière plus approfondie. Donc voilà, je voulais terminer avec ces grandes lectures. Peut-être que ces 4 lectures-là sont dans les plus importantes et les plus précieuses que j'ai vues cette année, avec par exemple aussi Jeux de nuit, une infinité de jours et de nuits. Voilà. Vous pouvez voir, hein, en 2025, j'ai eu énormément de grosses lectures en one-shot. J'espère que j'en aurai autant cette année, en 2026. On peut voir quand même que même si on a des fois l'impression que la production manga s'essouffle, que ce soit dans les œuvres récentes ou les œuvres plus anciennes, les éditeurs continuent de proposer de vraies merveilles. On voit vraiment encore que la diversité du manga n'est pas assez reconnue et qu'il y a plein d'œuvres très profondes qui sont encore créées ou qui sont encore à découvrir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'espère que ça vous aura plu et à bientôt. Merci, au revoir.